sur Espace TV également, vous nous regardez là. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Hein. Vous pouvez poser des questions à notre invité de ce matin. En marche vers la nouvelle constitution, le processus donc amorcé par un symposium se poursuit désormais au Conseil national de la transition ici à Conakry. Tour à tour, les acteurs de la société guinéenne donc se succèdent dans le cadre du débat d'orientation constitutionnelle, un passage obligé pour l'élaboration donc de la nouvelle loi fondamentale. Mais si sur le principe, l'exercice a acquis l'adhésion des Guinéens, il paraît moins en tout cas sur la forme qu'il revêt. En effet, plusieurs acteurs, notamment politiques, dénoncent l'absence de confrontation. Pour eux, il s'agit plus qu'un simple exposé au débat à proprement parler, mais le CNT s'en défend évidemment à travers notre invité ce matin. Vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr Jean-Paul Katembenduno. Je prononce bien. Bienvenue, mon cher Jean-Paul. Vous allez appuyer le micro là-bas. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas eu de collision. Bien. Comment ça va ce matin, Jean-Paul? Merci de nous rejoindre dans cette émission. Les GG, allez-y, Guiba. Oui, justement, avant de parler de ce débat d'orientation constitutionnelle, il y a une information qui circulait depuis un bon bout de temps. On estime que, en plus de la constitution qui sera rédigée par le constituant que vous êtes, conformément à la charte, qu'une autre constitution serait en train d'être rédigée quelque part. Oh. Oui, Lamine, c'est une information qui circule. Je sais que vous êtes une personne qui est très directe dans ses sorties. Ouais. Est-ce que ce matin, on peut infirmer cela ou confirmer? Il n'y a absolument aucune raison de penser qu'il puisse exister une constitution parallèle, ni sur la forme, ni sur le fond. Et d'ailleurs, je crois que vous avez vu les contributions de deux ministres au débat d'orientation constitutionnelle, des contributions qui vous semblent justement attester de l'inexistence sur le fond d'une constitution. D'ailleurs, ce serait paradoxal, puisqu'il n'est même pas exclu qu'il y ait une collaboration fonctionnelle. Ce que nous faisons au CNT ne va jamais être soumis au référendum sans répartir au gouvernement, parce que c'est le même pays en fait. De la même manière qu'on débat avec les acteurs actuels. Après, on a un passé. Hein, donc, il n'y a même pas de raison qu'il y ait une constitution parallèle. Peut-être, ces doutes sont fondés. Quand je sais d'où l'on vient, on a vu avec cette constitution d'Alpha Condé, où il y avait deux constitutions parallèles, donc on ne comprenait pas. Oui, je comprends. Nous sommes le pays de toutes les innovations déconsolidantes. Et sur cet aspect, effectivement, vous savez, les réflexions sont toujours très intéressantes. Je vous dis simplement, et franchement, là où je vous le dis, parce que je ne suis pas seulement proche des gens du CNT, je crois que je suis aussi très proche, pas sur le plan de la gouvernance, mais sur des questions conceptuelles, juridiques et autres, de ceux qui sont du côté du CNRD. Il n'y a absolument aucune constitution parallèle. Alors, l'autre question, vous allez aujourd'hui à ce débat. On sait que vous avez fait le tour de la Guinée. On sait qu'à l'issue du dialogue également, il y a eu ce comité ad hoc, si j'ai bonne mémoire. Mais avant, il y a eu d'autres consultations. C'est quoi la différence entre ce que vous avez déjà fait et l'actualité sur le débat constitutionnel? Plus sérieusement, cette question est une question qui relève d'une question plus globale. Il me semble qu'il est extrêmement important, parce que franchement, c'est un sujet extrêmement important, le débat d'orientation constitutionnelle. Il me semble que la réponse à cette question spécifique m'impose une double exigence. D'abord, une exigence de détermination des fondements historiques de cette histoire de débat d'orientation constitutionnelle. Les grandes gueules. Une exigence de détermination des fondements politiques, rapidement. D'abord, sur le plan historique. 1958, constitution du 10 novembre 1958, rédigée par une assemblée territoriale, M. Guirassy, instituée à l'issue de la loi cadre de 1956, constitution qui rédige, assemblée qui rédige la constitution du 10 novembre 1958. Or, on est indépendant le 2 octobre 1958. Il me semble que vous avez bien vu qu'en un mois et quelques jours, nous avons une constitution. Conséquence, sur le plan de l'implication populaire, peu d'implication de la population. Alors, l'exemple le plus emblématique, c'est la constitution du 14 mai 1982. En moins d'une semaine, Assemblée constitutionnelle suprême instituée par la loi 012 du 8 mai 1982, Assemblée qui présente ses travaux le 13 mai 1982, travaux constitutionnels, constitution promulguée le 14 mai 1982, sachant que le 9 mai 1982, il y a des élections présidentielles. Donc en moins d'une semaine, le travail a été fait. Il me semble dans ces conditions que le peuple, encore une fois, n'a pas été significativement, pour des raisons de référence, n'hésitez pas à lire les travaux du professeur Saleh aussi là, sur ces sujets. Première fois où on essaie un peu d'intéresser le peuple, c'est la loi fondamentale du 23 décembre 1990. Là, au moins, il y a un référendum ex post. Et il y a quelques éléments de consultation ex ante.
2010, il me semble que même les non-juristes savent un peu le contexte global. Conseil national de la transition qui rédige une constitution promulguée sans être soumise au peuple. À supposer même qu'il n'y avait pas de troisième mandat, c'est une constitution marquée par la non-implication du peuple. Il faut le reconnaître. 2020, constitution soumise au peuple par référendum dont on sait que la participation populaire est manifestement insuffisante en raison justement du contexte global. Or, il est constant en droit constitutionnel et en sciences politiques que le taux de participation est un aspect déterminant, non pas de la légalité, mais de la légitimité. Et l'adhésion. N'est-ce pas? Et de l'adhésion du peuple. Voyez-vous, nous avons qui rend compte du peu d'implication de la population dans le processus d'élaboration du texte constitutionnel qui a vocation à le régir. Or, la Constitution de 2010, d'ailleurs, est l'exemple emblématique en ce sens. Nous avons donc estimé qu'il était très intéressant cette fois de rompre d'abord avec ces précédents historiques, ces précédents de la non-implication de la population, au surplus parce qu'ils ne sont pas élus. Et donc, pour nous, il est plus raisonnable d'associer le maximum de Guinéens, de consulter ex ante et ex post. Toutes les critiques formelles d'aujourd'hui nous paraissent plus légitimes que les critiques qui viendraient de l'isolement ou du rassemblement de 4 ou 5 personnes qui rédigeraient une constitution, à supposer même qu'elle fût soumise à référendum. Eh bien, je pense que la critique de l'isolement aurait été plus grave que celle qui aujourd'hui ne repose que sur des aspects stricto sensu formels. Sur le pendant politique, cette fois, puisque vous évoquiez tout à l'heure ce rappel, il est plutôt historique, parce que vous déterminiez deux tenants. Tout à fait. Le tenant politique. Le tenant politique, merci de me l'avoir rappelé, et ça c'est même une anomalie procédurale, puisque les juristes ont vocation à suivre une forme de dichotomie. Sur l'aspect stricto sensu politique, finalement, le discours du 5 septembre. Le discours du 5 septembre 2021, le président dit ceci. Cette fois-ci, dans le discours, vous savez, il y a un ensemble de mesures ont été, notamment la suspension de la Constitution, ensuite la dissolution des institutions. Dans le même discours, il dit, cette fois-ci, nous rédigerons ensemble une Constitution. Le terme ensemble a toute sa valeur. De notre point de vue, nous avons donc estimé que rédiger une Constitution à soumettre au peuple simplement ne serait qu'une conception minimaliste du discours du président. Une conception maximaliste, c'était une association de la population ex ante, une association de la population ex post. Autrement, un débat à l'Assemblée. Un débat avant, justement, sur mon regard, où je vais en venir, parce que Tamba fait bien de le mentionner ici, parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs politiques qui ne sont pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation. Comment expliquer cela? Tout à fait, c'est une idée très importante. Des grandes gueules. Au sens premier du terme, le terme débat supposerait une confrontation. Si vous permettez, je voudrais terminer avec ces généralités-là, parce qu'on a, enfin, au-delà des discours, on est allé au symposium, mais avant même cela, il y a eu les consultations qu'on a observées sur le territoire national. Finalement, c'est quoi tout le process? Quelle est la place que le débat d'orientation constitutionnelle tient aujourd'hui dans ce processus? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va être fait jusqu'à l'obtention de la première mouture de la constitution, de la nouvelle constitution. Très bien. Cette question de caractère procédural ressuscite du même coup la question de M. Camara, que j'ai failli finalement ignorer. Deux choses. D'abord, sur le premier aspect, en réalité, nous avons fait des consultations au mois de février, je crois, n'est-ce pas, consultations sur toute l'étendue du territoire. Ces consultations n'avaient pas un objet exclusivement constitutionnel. Donc c'était, puisque qu'on soit élu ou pas, nous jouons un rôle de parlementaire, nous avons estimé qu'il était extrêmement important de faire une forme de consultation, et c'est vrai que nous avons, et que moi je suis allé, notre groupe est allé à Tougué, Labé et Koubia, et bien sur le plan de la décentralisation, je peux vous dire que c'est une catastrophe, et je crois que franchement, si vous vous intéressez à ces sujets, vous verrez qu'à notre retour, beaucoup de situations ont été résolues, beaucoup de questions spécifiques qui n'avaient pas exclusivement de caractère constitutionnel. Il y avait des sujets qui avaient un caractère constitutionnel. Les populations ont été interrogées dans les langues nationales, elles ont répondu avec des traductions. Nous avons ces rapports. Premier aspect. Nous avons le rapport du débat interguinéen, du dialogue interguinéen. Nous avons le rapport des assises nationales. Nous avons le rapport du débat interreligieux. Nous avons le rapport du symposium constitutionnel. D'abord, sur le principe, c'est que tous ces rapports doivent nous servir d'éléments d'inspiration. Au moment où je vous parle, M. Guirassy, il y a un rapport synthèse de tous ces travaux réalisés ex ante, qui ont vocation à nous inspirer. Ils n'ont pas la même richesse en termes de contenu matériel sur le plan constitutionnel, mais il faut s'en inspirer. Deuxième aspect, sur le plan procédural, nous avons fait
ce qu'on a qualifié de symposium sur le constitutionnalisme. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons estimé que puisque tout le monde au CNT n'est pas constitutionnaliste, or la charte confère au CNT la responsabilité de l'élaboration du projet de constitution, nous avons estimé donc qu'il était très intéressant de nous enseigner sur notre histoire constitutionnelle. Ça, c'était vraiment la branche académique. Les professeurs guinéens étrangers, sociologues, juristes, politologues, ainsi de suite, sont venus nous enseigner sur nos choix constitutionnels, les choix déconsolidants, les choix consolidants, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi. Voyez-vous, c'était pour nous édifier davantage, nous éclairer. Et là, le débat d'orientation, c'est pour faire en sorte, et là vraiment M. Guirassy, et là vous verrez en fait que les cafouillages sémantiques ne voilent pas l'efficacité du processus. En réalité, c'est quoi le débat d'orientation? On a juste envie de savoir qu'est-ce que les Guinéens veulent. C'est tout, quel que soit le format. Et donc nous avons estimé qu'on écoute tous les Guinéens. Pourquoi? Je vais vous donner... Il y a beaucoup de nos collègues juristes qui ont été consultés par telle ou telle entité pour les aider à formaliser leurs idées. Si vous mettez une dame responsable ou un monsieur responsable d'une ONG de protection des animaux pour défendre des questions constitutionnelles devant cette assemblée, elle va débattre avec qui? Est-ce que nous cherchons la nuit? Est-ce que nous cherchons je ne sais pas. Ce que nous cherchons, c'est vraiment de recevoir les avis des Guinéens. Et pour ça, franchement, la voie intermédiaire que nous avons adoptée pour des raisons d'efficacité, de réalisme, c'était d'interroger sur des éléments flous. À chaque fois qu'il y avait un aspect qui paraissait non clair, des grandes gueules. Exactement, quelle est l'idée que la personne a envie de véhiculer. Voilà un peu, grosso modo, la situation. Une démarche participative, pour résumer, puisque chaque citoyen, c'est l'inclusivité que vous recherchez pour faire une coupure avec le passé, parce que vous estimez que le temps était peu, et puis on n'a pas consulté un peu celui qui détient la souveraineté qui est le peuple. Aujourd'hui, avec ce débat d'orientation constitutionnelle, je vois même des acteurs, certains acteurs qui viennent de plusieurs couches. Même la diaspora, j'aurais appris, il y en a qui auraient fait des propositions, même constitution clé à main. Est-ce que vous le confirmez? Et qu'est-ce qui revient comme proposition? Absolument, il y a des constitutions. Je pense qu'il y en a précisément 2 que nous avons reçues. Des constitutions, bien sûr, parfois avec une surcharge de dispositions législatives. Mais voyez-vous, le plus intéressant, c'est l'esprit. Franchement, ce sont des Guinéens, comme on vous l'a dit, vous l'avez bien exposé. Nous avons institué en ce sens une plateforme en ligne, n'est-ce pas, débat citoyen, pour notamment nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et je vous informe, même si pour l'instant, je ne suis pas censé décliner des aspects matériels de ce que nous avons vocation à faire, mais je crois que cette fois-ci, nous allons faire au maximum pour éviter que nos concitoyens qui sont à l'étranger soient exclus de la gouvernance de ces pays. Parce qu'ils sont quand même trop nombreux. Donc une consultation nationale, et puis après, évidemment, on passera au référendum. L'arbitrage, le CNT procède à l'arbitrage. Parce que, M. Guirassy, en fait, plus sérieusement sur les grandes gueules. Le vrai sujet, ce n'est pas est-ce qu'il y a confrontation ou pas. Le vrai sujet est, à supposer même qu'il y avait confrontation, est-ce que la confrontation aurait empêché le CNT de procéder à un arbitrage? La réponse est négative. Moi, je pense que là-dessus, il va falloir pousser le bouchon un peu plus loin. Parce qu'il y a pas mal d'enjeux derrière. L'intérêt, c'est d'avoir une constitution partagée, voulue par tous les Guinéens. La simple présence de termes comme inclusivité, participation, ça ne suffit pas à étendre cela dans les faits, dans la matérialité. Ce que je dis est simple. Je viens avec ma proposition. Je la partage au CNT. Alors, peut-être qu'on me pose des questions pour clarifier un peu mon regard, mon opinion. Mais imaginez l'hypothèse différente, où on me mettrait en contradiction, si vous voulez, on me mettrait en débat avec des membres du CNT. Alors, j'aurais peut-être une chance de convaincre par la force de mon argumentation, par la lucidité de mon regard, de convaincre les conseillers à aller plutôt dans mon sens. Il y a aussi l'inverse qui est possible. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des arguments plus pertinents que les miens, et ils partagent cela avec moi. Alors je sors de là, parce qu'il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de corps. On parle de 9 catégories d'acteurs à l'intérieur de ce débat d'orientation constitutionnelle. Donc, il y a des catégories comme ça qui ne sont pas des moindres de notre société. Mais est-ce que ça, c'est des peps quand même, mon cher Tamba? Permets, Lamine, je termine cette question. Il y a donc des catégories comme ça. Si on avait posé le débat, on a des chances que non seulement, c'est une hypothèse, on a des chances qu'il y ait une catégorie dont la proposition ne va pas passer, mais l'intérêt derrière, c'est qu'elle ait admis et qu'elle ait compris pourquoi qu'il y a un débat sa aussi. proposition ne va pas passer. C'est ça la nécessité d'instaurer le débat.
comment vous réagissez à ça? Non, parce que moi, ce que je comprends, parce que quand tu parles de consultation nationale, tu parles tout à l'heure à venir à l'Assemblée. En fait, voici ce qui se passe. Le débat d'orientation constitutionnelle, on a bien dit, c'est un débat. C'est des confrontations. C'est ça. Les opinions. Oui. Mais en fait, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens viennent, ils font leurs propositions, c'est des lectures. Ok. Et Jean-Paul fait bien de nous le préciser. D'accord. Okay. La question, c'est quand on n'a pas compris une partie, on a besoin de clarification, les conseillers posent des questions. Ouais. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de mise en débat des opinions. C'est un peu cependant discussion sur lequel j'aimerais vous amener à réagir. Quelle est la mesure palliative? Très bien. Ça, c'est une question très intéressante. Quelle est la mesure? D'abord, je ne sais pas si je devrais la qualifier de palliative, mais nous avons au CNT une mesure qui existe, celle de la continuation de la consultation avec les experts. C'est-à-dire que là, nous avons estimé qu'il y a bien trop d'organisations, bien trop d'organes. Il est constant au CNT, vous pouvez le vérifier, que le comité ad hoc institué travaillera alors de manière absolument continue jusqu'à l'élaboration de l'avant-projet avec les contacts. C'est pour ça toutes les contributions comportent des contacts sur des aspects fondamentaux, sur des sujets complexes, sur des sujets qui méritent expertise. Voyez-vous, tous les citoyens méritent d'être écoutés. Tous les citoyens ne sont peut-être pas experts, ils méritent d'être écoutés. Mais il y a des citoyens qui ont fait des contributions d'une telle expertise, les grandes gueules, invités par, cette fois-ci, pas la plénière, mais par la commission ad hoc pour être écoutés, pour justement éventuellement voir est-ce qu'il y a des propositions de formulation explicite sur tel ou tel sujet. Voyez-vous, si on entre dans le débat au sein de la confrontation telle qui nous est proposée, j'imagine que vous pouvez évaluer le temps que ça nous prendrait. C'est au minimum 1 an, 2 mois. Oui, mais ça part du concept. Le Rwanda a ça part du concept, M. Kotebedouno, ça part du concept. Quand vous dites débat d'orientation constitutionnelle, le débat sous-entend confrontation. Vous vous écoutez, vous réagissez, ou vous proposez, les autres réagissent. Mais lorsque cela n'est pas le cas, est-ce qu'il y a vraiment débat? Non, pour nous, il y a absolument le thème débat. D'abord sur le plan formel. Si on s'entend sur l'exigence de confrontation, le sens premier du terme, eh bien, on aurait confronté qui et qui. CNT versus chaque organe pris Itsunguli, c'est au minimum 1 an 6 mois. Le CNT a considéré que l'alternative la plus sérieuse, justement, maintenez le thème débat, parce qu'en même temps, si vous voulez qu'on remplace débat par exposé d'orientation constitutionnelle, ce serait un peu drôle sur le plan conceptuel, mais pour nous, le plus intéressant, c'est le recueil de ça irait mieux. Ça irait mieux. Franchement, à la réalité. Franchement, je voulais dire sur le fond. Franchement, il ne faut pas qu'on résume le... Franchement, toutes les contributions qui ont été faites étaient assorties d'argumentaires. C'est précisant. C'était assorti d'argumentaires. Il n'y a pas une seule contribution faite seulement de propositions. Il y a un contexte politique qui plante, il y a un argumentaire structuré. Les rares fois où il y a une question floue, on pose la question, ils répondent. Et ensuite, je vous l'ai dit, le comité ad hoc va recevoir de manière continue tous les organes qui ont fait des propositions dignes d'intérêt sur le plan conceptuel. Parce que je précise pourquoi il y a beaucoup d'organes qui ont fait des contributions infraconstitutionnelles. C'est-à-dire des choses qui ne relèvent pas de l'ordre de la Constitution. D'accord. Alors, allez, on va partir sur le terrain, si vous permettez, mon cher Diba, d'où nous attend donc Aluseni Makane Rakaki qui va intervenir dans un instant. Allez-y, mon cher Diba. Oui, justement, c'était par rapport un peu, vous avez dit en off tout à l'heure que vous préférez les critiques maintenant que les critiques qui vont suivre après votre passage. Et il y a un acteur politique qui réagit notamment sur la personne qui devrait, le constituant. Il dit que le CNT serait-il devenu une assemblée constituante. Plus loin, il dit que l'idéal serait de laisser le CNRD, qui a le pouvoir de constituant originaire, de proposer l'avant-projet et laisser après le CNT procéder à son adoption. Et plus loin, il soutient à ce stade, le CNT peut s'arrêter et remettre son rapport en déclinant sa perception du petit débat suscité dans l'orientation et laisser le CNRD mûrir ce qu'il octroie, car nous sommes dans un modèle unilatéral d'élaboration de la Constitution. Quel est votre avis? Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même de droit, franchement. Là, il y a beaucoup d'erreurs de droit. D'abord parce qu'il y a le propos viole la charte de la transition, c'est pas conforme à la charte. La charte de la transition dit qu'il appartient au CNT de rédiger l'avant-projet de constitution et que ce n'est pas le CNT qui l'approuve, mais que le projet est approuvé par voie référendaire. D'abord, donc premier aspect,
Ce n'est pas le CNT qui a vocation à approuver. La charge dévolue au CNT, c'est une charge d'élaboration du projet. Bien. Première erreur de droit. Deuxième erreur de droit, ce n'est pas le CNT qui approuve, c'est le CNT qui soumet. Le texte est soumis au peuple pour approbation. Deuxième erreur de droit. Troisième erreur de droit, c'est qu'en fait, ce n'est pas le CNRD qui est le pouvoir constituant originaire, c'est le CNT qui est le pouvoir constituant originaire. Exactement. En fait, si le CNRD est le pouvoir constituant originaire, c'est par rapport à la charte de la transition que le CNRD a rédigé. Le CNT est le pouvoir constituant originaire par rapport à la constitution à rédiger. Bien. Allez, monsieur Kantabenuno, on va partir sur le terrain d'où nous attend donc Aluseni Makanera Kake Tamba. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Kake. Bonjour, mon cher Tamba. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Vous êtes un de ces acteurs qui nourrissent le débat public en Guinée, et sur la question du débat d'orientation constitutionnelle, vous n'avez pas fait exception à ce sujet-là. Vous avez un problème avec l'intitulé même de l'activité, de l'action qui est actuellement en cours au CNT. Un débat d'orientation constitutionnelle, pour vous, suppose une mise en discussion des opinions, ce qui, toujours d'après vous, n'est pas le cas, et ça enlèverait, si l'on reste dans votre sens, ça enlèverait une portion importante de son sens à cet exercice démocratique porté par le CNT. Dites-nous-en davantage. D'abord, c'est pour vous dire que c'est toujours un plaisir d'intervenir dans les émissions, n'est-ce pas, surtout les GG. Rapidement, je voudrais dire, à mon sens, à mon humble avis, il n'y a pas eu débat d'orientation constitutionnelle. Pour la simple raison, un débat supposerait des propositions et des contre-propositions pour trouver une position idoine. Cela n'a pas été le cas. Mais puisque j'ai écouté l'émission, j'ai vu deux soucis majeurs. L'inclusivité et surtout la volonté de faire en sorte qu'il y ait plus de liberté avec la nouvelle constitution. Mais moi, je pense que la meilleure façon de parler de l'inclusivité, c'était d'organiser les élections de l'Assemblée constituante. Parce qu'aujourd'hui, ni le CNRD, ni le CNT ne peuvent faire prévaloir l'idée selon laquelle ils sont représentants du peuple. Vous ne pouvez pas donner plus de droits que vous-même, vous n'en avez pas. Donc, ils n'ont pas la qualité de choisir le représentant du peuple. Donc, sur cet aspect du problème, soit on organise des élections pour une assemblée constituante, ou tout simplement, vraiment, on met ça sous silence. Parce que ça passera mal chez les esprits avertis et malins. Le deuxième problème pour moi, c'est la méthode. Vous voulez faire participer aux gens, mais personne ne connaît la procédure. Vous vous levez, vous dites on va aller rencontrer la population. Demain, c'est le symposium. Après-demain, c'est le débat constitutionnel. Vous ne verrez aucun Guinéen qui sait aujourd'hui quelle est la méthodologie pour arriver à une constitution. Mais quand les Guinéens en ce moment participent, comment? C'est pas une méthode. Aluseni Makanera Kake, heureusement que vous êtes un grand acteur. On revient tout à l'heure à Jean-Paul pour répondre à cette question. Mais quel point vous donneriez à cette démarche comparativement à la démarche de 2020, par exemple, qui nous a doté d'une nouvelle constitution? Bon, vous savez, 2020, je n'ai pas suivi la démarche de 2020 pour être honnête avec vous. Mais l'essentiel, moi je pense quand on va à une nouvelle constitution, c'est qu'on reproche des choses à l'ancienne. Mais si on veut faire la même chose... Ah, donc vous n'avez pas suivi le process, parce que sinon, tout au début, on vous avait entendu, Monsieur Kake. Je pense que vous donniez le conseil à Alpha en puisant même cela du Coran et de la Bible. Mais exactement. Et je suis constant, je suis avec le même principe. J'ai dit, Dieu a dit dans le Coran, Washawirhum fil amri.
Mohamed, consulte-les. Donc quand je parle d'une assemblée constituante, c'est de dire de consulter le peuple. Je n'ai pas dit le contraire. Mais malheureusement, entre-temps, je suis tombé malade. J'ai passé 7 mois à Paris. Moi, je suis venu, même les députés étaient déjà élus. Alors, monsieur le ministre... Donc, sur le principe, et même dans la Bible, vous avez suivi, plus le nombre de conseils est grand, plus grand c'est la sagesse. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas la manière d'aboutir, mais le principe est de pouvoir faire partager notre projet de constitution par l'ensemble des Guinéens. Et cela ne peut se faire, c'est quand les Guinéens eux-mêmes désignent ceux-là qui peuvent parler en leur nom, parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous-même, je vais vous lire l'article 57 de la charte, qui dit que le Conseil national de la transition a pour mission 1. d'élaborer et soumettre pour adoption par référendum le projet de constitution. Est-ce que ce passage-là ne clôt pas ce débat? Parce que lorsque le CNT, comme on le dit dans cet article, élabore, après il soumet pour adoption par référendum. Donc le projet est déjà soumis au peuple de Guinée qui aura son mot à dire par rapport à son adoption. Est-ce que vous ne pensez pas là, l'inclusivité aussi recherchée, on trouve la réponse ici? Je voudrais vous dire que toutes les lois du monde sont dynamiques. Il n'y a pas de loi statique. Même si vous prenez tout de suite la charte, lisez très bien, vous verrez qu'on peut l'amender. Donc même cette disposition est amendable. Moi, je me mets dans le sens du CNT qui voudrait qu'il y ait inclusivité, que tout le monde participe. Eux-mêmes disent, on a consulté toute la nation. Si c'est consulter la nation, c'est pas cette manière. Oui, inclusivité, en parlant d'inclusivité, M. Kaké, justement, il y a des acteurs politiques qui ont décidé de ne pas y aller. Les forces vives, par exemple, beaucoup ont décidé de ne pas faire de propositions. Comment vous réagissez à cela? Est-ce la faute au CNT ou la faute à ces acteurs qui ont décidé justement de ne pas faire leurs propositions? Justement, parce que tous ces grands partis sont absents. C'est la faute à la démarche. Vous savez, on ne invente pas la roue. Hein. Il y a trois manières d'élaborer des constitutions. Il y a la première méthode autoritaire, ce qu'on appelle constitution octroyée. C'est ce que Sekouba a fait en 2010. Quand je vois maintenant les gens dire qu'ils défendent ça sur le plan de la légalité, je ne sais pas ce qu'ils défendent. Vous rédigez sans passer par le référendum, vous mettez en valeur la Constitution. Deuxième méthode semi-démocratique, c'est ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire on rédige, après on soumet au référendum. Troisième méthode complètement démocratique. C'est-à-dire on commence par élire une assemblée constituante et cette assemblée constituante rédige la constitution et on finit par la soumettre au peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est les constitutionnalistes qui le disent. Donc quand on veut faire quelque chose, on le fait, on l'a fait. Si on ne veut pas faire, qu'on reste les gens tranquilles. Monsieur Kaké, si on veut semi-démocratiquement, moi je ne comprends pas. Voilà la démarche. Monsieur Kaké, donc constitution octroyée, constitution semi-démocratique, constitution totalement démocratique, c'est bien. Nous avons, ça tombe très très bien, un juriste présent dans ce studio, vous le suivez depuis le début, qui plus est aussi conseiller du CNT, sur vos observations, mais aussi sur ce très joli cours de droit constitutionnel. Jean-Paul, ceci vous inspire quoi? Merci beaucoup à M. Makanera pour sa contribution. Beaucoup de choses. D'abord, sur l'illégitimité d'un organe constitué de non-élus à proposer un texte qui a vocation à régir la République. J'aurais aimé justement que M. Makanera nous dise, est-ce qu'il considère que la loi fondamentale du 23 décembre 1990, rédigée par une commission de 55 membres non élus, avec une sous-commission de 12 rédacteurs, sur le fondement justement de la gouvernance du CMRN et du CTRN, était une constitution à ses yeux légitime, puisqu'elle a consacré, ne l'oublions pas, ce qui fut qualifié en Guinée de transition démocratique. Pluralisme politique, pluralisme syndical, pluralisme idéologique, même quand lui-même a créé un parti
politique, il me semble que le fondement politique et constitutionnel, c'est la loi fondamentale du 23 décembre 1990, loi fondamentale rédigée par des non-élus, gouvernée par des gens militaires qui ont pris le pouvoir. S'ils considèrent que nous avions une loi fondamentale de 1990 qui était illégitime en raison de ce même processus, peut-être devrions-nous considérer dans ces conditions que son propos relève de la cohérence. Dans la négative, voyez-vous qu'il y a quand même une contradiction majeure, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup penser que l'OCNT de 2023 serait illégitime à proposer une constitution et n'est pas du même coup et considérer inversement que la loi fondamentale de 1990 consacra la transition démocratique, ce qui est absolument incontestable, même quand est advenue justement la parenthèse des consultantes de 2001. Premier aspect. Sur le deuxième aspect, M. Makanera a fait justement une contribution conceptuelle sur la typologie des modes de rédaction de la Constitution. D'abord, je précise que ça n'a absolument... Il n'existe pas dans le monde un code de procédure, un manuel de procédure d'élaboration de la Constitution. Ça n'existe nulle part. D'abord parce que c'est une question souveraine. Ouais. Peut-être qu'il va répondre à votre première interrogation. Voilà. D'abord, bien sûr. Il est là toujours. Moi, je vais répondre à sa première question. Je pense qu'il est juriste, mais je ne pense pas qu'il maîtrise le droit. Excusez-moi. Je lui ai dit, la démocratie en soi, c'est pas... c'est l'idéal. La démocratie en soi, c'est l'idéal. Vous faites le choix. Est-ce que nous voulons une constitution semi-démocratique ou nous voulons que ça soit totalement démocratique? Sur ce choix, par rapport à ces plusieurs variantes, vous faites un choix. Moi, je ne l'ai jamais dit que si on fait semi-démocratique, je dis que c'est illégitime. J'ai dit soit ils sont d'accord, c'est pas tout le peuple qui participe, on fait semi-démocratique, ils restent tranquilles et ils laissent les gens de dire c'est inclusif. S'ils veulent que ça soit inclusif, qu'ils élisent l'Assemblée constituante. Je crois que je me suis exprimé en français. Moi-même, j'ai participé à une constitution en 2020 qui, au départ, n'a pas élu une Assemblée constituante, mais on n'a pas passé tout le temps pour dire on veut participer, tout le monde, c'est inclusif. C'est ça mon problème. Oui. Mon problème, c'est de dire A pendant qu'on fait B. C'est ce que je veux qu'il sache. Maintenant, s'il dit qu'il n'y a pas cette manière, moi je lui demande de revoir son cours de droit constitutionnel ou bien je l'oppose au professeur Makanera. S'il est d'accord, ils vont débattre à espace demain. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont les écouter. J'insiste là-dessus. S'il est d'accord, ce qu'il a dit c'est vrai, moi je vais demander à docteur de débattre avec lui parce que lui il est spécialiste en droit constitutionnel. Quand même, il ne faut pas raconter quand tu ne connais pas. Oui, je pense qu'on ne va pas entrer dans une compétition d'expertise constitutionnelle. En vérité, il y a beaucoup d'erreurs de droit. Non, vous débattez avec le spécialiste parce que vous dites que c'est faux. Mais attendez, monsieur, si vous voulez, choisissez n'importe quel spécialiste. Je suis prêt, moi. Je pense qu'on ne se connaît pas, mais je ne vous ai jamais dit que je ne suis pas prêt. Ne vous énervez pas. Je suis disposé. Non, je m'énerve pas parce que oui, vous avez dit d'accord, que je j'ai ne connais compris pas la suggestion. Vous prenez contact avec M. Guirassy. Vous me réinvitez sur n'importe quel sujet, M. Guirassy, pour faire plaisir à M. Makanera. Avec tous les grands juristes constitutionnels auxquels il a confiance, je suis disposé. Okay. Peut-être que ça va nous apaiser. Maintenant, pour revenir au débat. Ouais. Je disais en fait que M. Makanera fait une mauvaise interprétation des modes d'élaboration de constitution qui sont de caractère doctrinal. Il n'a pas laissé, il a réagi. Pourquoi? D'abord parce qu'en fait, son interprétation de la constitution octroyée est erronée. Eh bien, la notion de constitution octroyée, c'est en fait dans les royaumes, dans les empires, quand parfois le chef, dans les monarchies absolues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, le chef est investi de tous les pouvoirs. Un jour, il décide, pour faire plaisir à ses sujets, il propose un texte qui concède les droits et les libertés. Dans ces conditions, on dira qu'il a accepté de s'auto-limiter dans son propre pouvoir, parce que n'oublions pas, il y a les théories du droit divin providentiel et des théories du droit divin surnaturel. Vous savez, dans la conception, Descartes disait que, Diderot disait que nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Mais si nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, la question qui se pose est de savoir d'où vient le pouvoir qu'on détient. Certains ont estimé qu'il vient de Dieu, d'autres ont estimé qu'il vient du peuple. Eh bien, nous sommes dans cette logique, s'il ne sait pas, je vais juste l'édifier, dans la logique du droit divin surnaturel. Quelqu'un qui pense que son pouvoir vient de Dieu, mais qui un jour accepte, justement parce que pour lui, ces sujets seraient très sympathiques, ou il mériterait des avantages. Il décide de s'auto-limiter en octroyant des droits. Les grandes gueules. Voyez-vous, si M. Makanera nous dit, puisqu'il est grand constitutionnaliste, que la Constitution de 2010
répond à la classification de constitution octroyée, c'est une erreur de droit, sérieusement. Mais comme il dit qu'il y a de grands juristes qui vont inviter pour qu'on débatte, je suis disposé. Ce n'est pas le cas, parce que vous savez très bien qu'en 2010, c'est le CNT qui a rédigé la constitution. Elle a simplement été promulguée par le président. Et vous savez que le raisonnement constitutionnel intègre des interactions politiques. Nous sommes dans un contexte d'influence politique, parce que vous savez qu'il y a un premier président qui reçoit une balle qui part, il y a un autre président de transition qui est là et qui ne maîtrise absolument pas tous les contours. Je vais dire qu'il accepte que les gens qui sont au CNT rédigent une constitution, que lui il promulgue ex post. On n'est pas dans la logique de la constitution. Voilà, il souhaite parler. Allez-y, M. Makanera. Excusez-moi, je crois qu'il est en train de parler sans comprendre ce qu'il dit. Il dit construction octroyée, le monarque décide de lui-même de vous donner une constitution. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. La charte que vous avez là, qui a décidé de nous donner la charte là? Parce que Doumbouya avait deux possibilités. Gérer la Guinée sans charte de transition ou donner la charte à la Guinée. L'exemple de 2010 est celui que vous avez pris. Tout le monde est témoin. Et je dis que ce n'est pas ça. Donc ne venez pas sur la charte. Restez sur l'argument de base. Sauf si vous le changez. Quand il est correct, je le reçois avec bienveillance. Non, mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Bah oui, bien sûr, avec bienveillance. Il faut avoir un esprit flexible. Il faut avoir un esprit flexible. Quand il a pris le pouvoir, pendant combien d'années il gérait la Guinée sans une charte? Et c'est dans les mêmes conditions que Sekouba a octroyé la constitution de 2010. C'est le CNT qui l'a rédigé. C'est le CNT, monsieur. C'est le CNT. C'est pas pareil. Réalisez les aspects historiques ou interrogez vos juristes qui vont vous édifier davantage. Mais mon frère. Je ne suis pas votre frère, je suis Jean-Paul Cotemelino. Je dis réalisez des aspects historiques puisque vous estimez maîtriser des concepts historiques. Non, je sais que vous ne comprenez pas le droit. Maintenant, laissons le droit complètement. Je sais que vous avez des problèmes en droit. Laissons le problème complètement en droit. Nous parlons le français. Il n'y a pas de souci. Octroyer, c'est ce que vous donnez de votre propre gré. Bien. Octroyer, c'est ce que vous donnez de votre propre gré. Octroyer, c'est ce que vous donnez de votre propre gré. La charte que nous avons là, la constitution de 2010, ce sont des constitutions octroyées. C'est lui qui s'est assis, il a rédigé, il a promulgué sans passer par le peuple. Dis-moi l'interaction entre lui et le peuple par rapport à cette constitution. Mais si vous êtes juriste, il y a des problèmes. Hein? Voilà. Franchement, si c'est vous qui donnez des conseils, c'est pourquoi je vois, on dit qu'il faut limiter les partis, l'État doit créer des partis. Mais si vous êtes juriste, vous êtes capable de le dire. Hein? Bien. Si vous êtes leur conseiller. Voilà. Merci beaucoup, M. Makanera. Au plaisir de vous inviter dans ce studio, évidemment. Allez-y, oui, allez-y. Je veux juste qu'on ressente le débat. Moi, je n'aime pas les discours doctrinaux non maîtrisés. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de manière de procédure sur l'élaboration d'une constitution. Il y a des essais de classification de caractère doctrinal. Simplement, nous estimons que, par exemple, ce qu'il évoque sur le peu d'implication de la population, n'est-ce pas que sur le contexte que j'ai planté, sur les fondements historiques, j'ai évoqué justement que nous avons une histoire constitutionnelle marquée par le peu d'implication de la population. Mutati mutandi. Si on fait le rapport qui fait, c'est quand même finalement une comparaison manifestement imparfaite, mais à supposer qu'on veuille un peu lui donner un grain de crédibilité en réhabilitant un argumentaire que moi-même j'ai commencé par présenter ab initio, j'ai estimé clairement que la Constitution de 2010, à supposer même qu'il n'y avait pas de 4e mandat, si vous avez bien suivi, n'était pas rédigé sur la base de l'implication du peuple. N'est-ce pas que je l'ai dit ici, avant même qu'il ne prenne la parole? Je ne sais pas d'où vient ce besoin des invectives, de la détermination de ce qui est bon juriste ou pas. Monsieur Makanera, moi je suis disposé avec bienveillance à débattre avec tous les grands constitutionnalistes que vous voulez. Voilà. Moi je veux qu'on débatte demain, vous et moi, sur ces questions. Makanera a soulevé, Monsieur Kaké, s'il vous plaît, vous avez soulevé une préoccupation qui me paraît centrale dans ce débat. Tout au début, c'était le débat que nous avions au début, celui même du terme débat d'orientation constitutionnelle. Il voulait des avis qui seraient mis en discussion. Oui, on en a débattu. Voilà. Et à quand la rédaction au finish? Pour nous, notre conception, finalement, je vous ai dit, notre conception, franchement procédurale, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme conception, finalement, une forme de ces glissements sémantiques, le plus intéressant, est-ce que finalement, le schéma que nous avons utilisé
a une incidence négative sur notre perception de cette démarche procédurale? La réponse est négative. Pourquoi? Parce qu'à supposer même qu'il y ait 1 année ou 2 années de débat, le CNT serait juge de la détermination des arbitrages finaux. Je termine sur un aspect. M. Makanera a estimé que pour rédiger une nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne? Premier aspect, constitution de 2010, citée comme constitution qui comporterait justement les mécanismes les plus intéressants, y compris en Afrique de l'Ouest. Premier aspect, est-ce que sur la forme de l'État, ça change quelque chose avec la Constitution de 1990? La réponse est négative. Est-ce que sur les droits et les libertés, ça change quelque chose de manière fondamentale du point de vue des instruments juridiques auxquels nous avons adhéré, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples? La réponse est négative. Est-ce que sur le plan de l'hégémonie du chef de l'État dans notre système politique, la Constitution de 2010 change quelque chose? La réponse est négative. Et d'ailleurs, il suffit de comparer avec la loi fondamentale de 90. Est-ce que du point de vue des interactions, le président et l'Assemblée, ça change quelque chose de manière fondamentale? La réponse est négative. Droit de dissolution, n'est-ce pas, dont bénéficie le président? Persistance parlementaire assortie de la possibilité de démission du président. Bref, est-ce que sur le plan institutionnel, il y a quelque chose? Oui, beaucoup d'innovations en cours constitutionnelle, mais est-ce que ça change quelque chose? La réponse est négative. Parce qu'il y a une chambre constitutionnelle à la Cour suprême qui était déjà investie justement de ce contentieux constitutionnel. Il y a le médiateur de la République, je ne sais pas à quoi ça servit de votre point de vue. Il y a l'INDH, il y a beaucoup d'organes qui étaient de facto ou qui pouvaient être de facto des organes de régulation qu'on pourrait consacrer de manière législative. Voilà. Allez, on est pris par le temps, malheureusement, M. Makanera. Je voulais, en 30 secondes, réagir, oui. même 1 minute. Allez-y. La Constitution de 1990 a donné moins de pouvoir au président que la Constitution de 2010. Parce que sur une seule question, la Constitution de 1990 dispose que si l'Assemblée nationale ne vote pas le budget, le président ne peut pas mettre en vigueur le budget. Alors que la Constitution de 2010 dit que si le président, l'Assemblée ne vote pas, le président peut mettre en vigueur la loi des finances. Voilà. Ce qu'on va faire, monsieur... L'une des prérogatives, c'est la prérogative principale de l'Assemblée nationale qu'on a donnée comme ça au président de la République. Voilà, j'ai dit... à partir de cette prérogative que l'Assemblée nationale même est née en Grande-Bretagne. Voilà. C'est-à-dire le contrôle du budget. Autoriser le roi à percevoir et l'autoriser à dépenser. Si on donne tout ça là au président, mais qu'est-ce qui reste à l'Assemblée? Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Makanera. On va on va organiser un débat jeudi ici à la radio. Et comme ça, avec les auditeurs et les téléspectateurs, nous serons situés. Un dernier mot peut-être. Merci beaucoup en tout cas, M. Makanera, d'être intervenu ce matin chez nous sur Radio Espace. Voilà, allez-y, monsieur. Donc merci beaucoup à M. Makanera pour sa contribution très intéressante qui était prévisible en termes de vigueur. Et au moins la bonne nouvelle, on a fini par nous entendre. Il me réjouit sur le fait que la Constitution de 2010 citée comme référence n'est plus un exemple de rationalisation de l'étendue des attributions constitutionnelles du président. Sur le débat d'orientation constitutionnelle, franchement, mon résumé, M. Guirassy, c'est qu'en fait le glissement sémantique ne devrait pas être le principal. Le principal, c'est la réception des idées des Guinéens, leur interrogation continue, puisqu'on peut les recevoir matin, midi et soir, et surtout les arbitrages finaux, afin d'élaborer ex ante un projet, divulguer pour que vous donniez encore vos avis, afin qu'on intègre les grandes tendances, et ex post, la soumission de ces textes à référendum pour que nous considérions, en raison du fait que nous voulons une constitution durable, que vous vous prononciez pour définitivement décider. Un plaisir de vous avoir, mon cher ami. Merci beaucoup. Dans un instant, mesdames et messieurs, le mur du jour. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée, le show qui vous parle et qui parle de vous, à suivre du lundi au vendredi dès 9h sur la radio d'opinion. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour, évidemment, mesdames et messieurs, avec Aïssa Toussané qui nous a rejoint. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Voilà. C'est joué entre ça va être houleux ici, jeudi. Jeudi, ça va être houleux jeudi sûrement, ici. Sûrement, voilà. Parce que justement, le mur du jour, c'est l'un d'eux. Donc ça s'est joué entre M. Bourouno qui en a eu 2, 3 pour Daouda Mohamed. Et puis le mur du jour, c'est Dr Makanera Kake avec 4. D'accord, 4 murs. C'est pas docteur, hein. Pardon, je le confonds avec son jumeau. Oui, c'est vrai. C'est lui d'ailleurs qui va être là jeudi, je pense, voilà, avec l'équipe. Merci beaucoup, en tout cas, Sané. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. À 15h, vous avez rendez-vous avec l'équipe. Peut-être t'en vas te dire quelque chose. Non, juste espérer, appuyer l'invitation, parce que l'invitation n'est pas lancée. Le débat.
Oui, l'invitation sur le débat n'est pas lancée par le professeur lui-même, je crois que c'est Alassane. Ouais. Son jumeau, je pense. Oui, on a échangé avec lui, il devait être disponible ce matin, il est en classe. Et puis, j'espère que vraiment il puisse être disponible jeudi pour ce débat. L'intérêt, ce ne sera pas de savoir c'est qui le bon juriste. Ouais. L'intérêt, ce sera pour l'opinion, exactement d'édifier sur une des démarches les plus centrales, sinon la plus centrale, la plus nodale de cette transition, la Constitution. Évidemment, c'est très important. C'est un débat d'intellectuels qui va se passer. Une pensée au travail de la médiature, parce qu'ils ont fait 2 mois. Médiature. Oui. Médiateur de la République. Médiateur de la République. Justement, oui. L'institution a été remise en cause, mais les travailleurs sont des fonctionnaires. Il y a 2 mois, ils ne sont pas payés. C'est des pères de famille. Je pense qu'il faut penser à ces travailleurs. Merci beaucoup, mon cher Diba. Et puis, ça serait bien quand même qu'on ait le PM ici dans ce studio, parce qu'il lance des flèches à chaque fois aux journalistes, c'est-à-dire, nous, quand on pose la première pierre et tout ça, on continue toujours. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne les aérodromes et tout ça à l'intérieur du pays, c'est grave. Je pense que ton Premier ministre doit s'expliquer. Pourquoi c'est c'est important. C'est le Premier ministre de tous les Guinéens, par ailleurs. C'est le Premier ministre de tous les Guinéens. Hein? Lamine, est-ce que tu peux admettre ça? C'est ton Premier ministre. Si tu le dis. Mais c'est cela. Si tu le dis. C'est le Premier ministre et chef du gouvernement. Il viendra à la ville. Je pense que c'est important. Il viendra sur ce plateau. Goumou, Dr Bonbena Goumou. Oui, il viendra. Il aime nous défier. Si c'est vraiment notre Premier ministre à nous tous, il répondra à notre invitation. Je pense que c'est important parce qu'avec ces sociétés-là et qu'ils ont engagé à l'intérieur du pays pour les travaux et tout ça, il y a des choses pas catholiques qui se passent. C'est le ministre des Transports, non? Non. À la place. C'est le Premier ministre qui est allé à l'abbé. Tu le sais très bien, Tamba. Il n'y a pas de débat dessus. Tu le sais très bien. C'est lui qui allait partout. C'est le ministre des Transports. Quand ça touche à ces aéroports-là, ces aérocommandes, ça touche au ministre. Alors, dis à ton Premier ministre qu'on a besoin de lui ici, mon cher Tamba. Voilà. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international à 15h. Kernoma va vous attendre avec les informés, évidemment, sur Radio Espace. Et puis, nous, on se retrouve ce soir à 19h. Sinon, demain, avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Sur Espace. Tous les lundis dès